Bon, à l'image de la bataille pour le championnat en 2024, ce récap du Grand Prix de Singapour arrive un petit peu en retard. Je suis désolé, j'avais pas le matériel et j'ai pas eu l'occasion de vous envoyer le récap plus tôt cette semaine. On va pas trop s'appuyer sur ce qui s'est passé durant le Grand Prix, je pense que vous avez déjà tous vu ce qui s'est passé ce week-end, mais on va plutôt s'attarder sur les débats que ce Grand Prix de Singapour a pu laisser et ce que ça prévoit pour la suite de la saison 2024. Je voulais quand même le faire, histoire de ne pas rater un récap et de pas vous laisser avec un petit trou entre le Grand Prix de Bakou et le Grand Prix d'Austin qui arrive dans un mois. Oui, on a une pause de 4 semaines sans Grand Prix. Bref, sans plus tarder, on va revoir ce qui s'est passé durant ce Grand Prix de Singapour et vous allez voir que malgré une course pas très passionnante, il y a quand même pas mal de choses à dire. Bon, on va commencer par le conseil de classe et le premier élève à passer au conseil, j'ai l'impression qu'il passe quasiment toutes les semaines, c'est Sergio Pérez. 1 heure de colle pour Sergio Pérez qui nous a encore déçus ce week-end. Après un week-end assez performant à Bakou où il était sur le point de battre Max Verstappen pour la première fois depuis 33 courses, je m'attendais à revoir un Sergio Pérez assez performant à Singapour. Surtout qu'il s'était imposé il y a 2 ans face à Charles Leclerc sur circuit. Et bah au final, non, on a retrouvé notre bon vieux Sergio Pérez qui se fait éliminer en Q2, qui se qualifie derrière les 2 Williams de Albon et Colapinto. Alors malgré un bon départ et 3 places de gagné dès le premier tour, il a été bloqué durant tout le Grand Prix. Pendant une longue partie derrière Franco Colapinto qui a fait un excellent week-end. Et puis derrière, il a été incapable de revenir sur Nico Hülkenberg, sur Fernando Alonso et de grappiller des points pour le classement constructeur pour Red Bull. Résultat, à la fin de la course, il se prend un tour par Lando Norris et se fait encore humilier quand son coéquipier, lui, contre toute attente, réussit à faire une bonne performance là où Red Bull aurait dû normalement être en difficulté. J'avoue que je suis un petit peu déçu et je m'attendais à voir un Sergio Pérez au moins performant à Singapour. J'aurais misé sur Bakou et Singapour 2 week-ends où il aurait pu faire un bon résultat. Bakou dans le mur, Singapour 10e. Bref, je pense qu'il n'y a plus grand chose à espérer pour Sergio Pérez en 2024 et dans tous les cas, si jamais vous pensiez que Pérez pouvait encore gagner le titre, mathématiquement c'est officiel, Pérez ne peut plus jouer le titre pilote en 2024. Deuxième élève à passer au conseil de classe, c'est la safety car. Je m'attendais pas à passer une safety car au conseil de classe, ça va être un mot d'absence. Où est-elle passée? Que devient-elle? On n'a plus eu de safety car depuis 8 Grands Prix consécutifs en 2024. C'est extrêmement rare en Formule 1 et surtout, grosse surprise, pour la première fois depuis 2008, depuis l'introduction du Grand Prix de Singapour, nous n'avons pas eu de safety car pendant le Grand Prix de Singapour. Assez surprenant, pas d'accident, pas de gros gêne sur la piste, aucune raison de neutraliser le Grand Prix. Alors ça l'a rendu un petit peu soporifique parce que du coup on n'a pas eu de rebondissement. Mais c'est vrai que là récemment ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de safety car. Est-ce que ça manque un petit peu? C'est vrai qu'on pourrait se dire que de temps en temps, une safety car, ça permet de relancer la course et pourquoi pas avoir des résultats palpitants. En tout cas, une chose est sûre, c'est que maintenant, Sargent n'est plus là. Donc, on a perdu l'une de nos meilleures options pour avoir été... Non, je suis méchant. Non, plus sérieusement, c'est vrai que bon, il n'y a plus Sargent qui était, entre guillemets, l'un des acteurs de safety car durant cette saison 2024. Et il reste encore 6 Grands Prix. Ce serait cool. Voilà, je donne mon avis, ce serait cool de la revoir et d'avoir un petit peu des petites surprises sur la fin de saison grâce à des safety cars en fin de course qui peuvent un petit peu mixer les stratégies. Dernier élève à passer au conseil de classe, c'est Nico Hülkenberg. Comment ne pas féliciter la performance de Nico Hülkenberg ce week-end qui réalise encore un week-end exceptionnel avec sa voiture. 6e en qualification, il termine dans les points à la 9e position et devance très largement son coéquipier Kevin Magnussen qui était de retour d'ailleurs. Nico Hülkenberg a fait une très bonne course, a tenu pendant très longtemps face à Fernando Alonso et Charles Leclerc sur son premier relais jusqu'à bien évidemment se faire dépasser avec la stratégie et le rythme des monoplaces. Honnêtement, je pense que Haas était la 5e meilleure voiture ce week-end et ça commence à être assez fréquent sur cette saison 2024. Je suis de plus en plus impressionné par le rythme et de Haas et de Nico Hülkenberg et j'ai vraiment hâte de voir si l'année prochaine qui peut avoir une bonne voiture parce que je me dis qu'Hülkenberg, malgré son grand âge, il a encore beaucoup de choses à prouver en Formule 1. On va commencer ce récap du Grand Prix de Singapour avec quelque chose qui s'est passé juste avant le Grand Prix de Singapour. L'aileron arrière de McLaren. Ça a fait énormément parler après le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Vous avez tous vu cette image de l'aileron arrière de Oscar Piastri à Bakou qui venait très légèrement s'ouvrir, créant un mini DRS avec le flap supérieur de l'aileron arrière. Cet aileron arrière n'a pas été banni, n'a pas été interdit, mais en tout cas n'est plus autorisé, ne doit plus être utilisé sur cette saison 2024.
Alors ça n'a pas posé de problème à Singapour vu que cet aileron est une configuration à haute vitesse, mais il aurait dû normalement être utilisé à Las Vegas. Donc McLaren ne pourra pas utiliser cette petite technologie. Pour tout vous dire, c'est Red Bull qui a porté réclamation et qui a demandé à ce que la FIA se penche dessus, car le gain estimé avec cet aileron arrière était entre 1 et 2 dixièmes, ce qui n'est pas négligeable sur une ligne droite. McLaren a directement accepté le fait de faire vérifier l'aileron arrière, malgré qu'il avait passé tous les tests de flexibilité statique. Et en effet, McLaren a accepté de ne plus utiliser cet aileron arrière, à condition aussi que la FIA se penche sur tous les ailerons arrière, parce que Ferrari était plus ou moins avec un système similaire. Bon, on l'a bien compris ce week-end, ce petit aileron arrière, cette petite ouverture, ce mini DRS n'a pas changé grand-chose. La McLaren reste toujours la voiture la plus performante, la voiture la plus rapide, mais c'est quand même bon à savoir qu'on a toujours cette petite guéguerre technologique et on a toujours cette petite guéguerre auprès de la FIA entre les équipes. Reste à voir maintenant si d'autres écuries vont trouver d'autres solutions d'ici la fin de saison avec les ailerons qui font beaucoup parler cette année et pourquoi pas l'année prochaine avoir de belles surprises en termes d'innovation. Le deuxième gros sujet de ce Grand Prix de Singapour, encore une fois, il ne se passe pas sur la piste, mais dans les paddocks entre Verstappen et la FIA. Max Verstappen a été sanctionné de travaux d'intérêt généraux suite à son comportement, son langage utilisé pendant la conférence de presse. En effet, Mohamed Ben Sulayem, président de la FIA, a demandé à la FOM de ne plus diffuser les teams radio comprenant des insultes. Alors, la comparaison était très bizarre comparant les pilotes de F1 à des rappeurs, ce qui n'a pas du tout plu à Lewis Hamilton vu qu'il y avait une petite comparaison raciale bof venant du président de la FIA. On le sait, Max Verstappen utilise très souvent un langage un petit peu injurieux et on lui a posé la question en conférence de presse, sans même dire d'insultes, sans même utiliser d'insultes en utilisant le F-word, c'est ce qu'il a dit, le F-word, il s'est pris une pénalité. Voilà, il s'est pris des travaux d'intérêt généraux pour avoir utilisé ce terme sans même le dire. Ça n'a bien évidemment pas du tout plu à Max Verstappen qui a décidé de rentrer en guerre politique avec la FIA et de ne répondre à aucune question dans le Mediapen ou en conférence de presse. Max Verstappen a même organisé sa mini-conférence de presse devant l'hospitalité Red Bull où là, il a pu répondre aux questions de tous les journalistes librement sans avoir la pression de prendre une réprimande par la FIA. Alors, bien évidemment, tous les pilotes supportent Max Verstappen dans cette histoire, que ce soit les teams principaux, les pilotes, Lewis Hamilton, Fred Vasseur, tout le monde est d'accord qu'il ne faut pas non plus abuser de cette censure. On reste quand même l'un des rares sports à avoir un microphone collé à la bouche durant l'exercice. Au football, on n'a pas ça. Au basket, on n'a pas ça. Au golf, on n'a pas ça. Bref, les mecs roulent à 300 km/h. Donc forcément, à un moment, il va y avoir une petite insulte, un petit gros mot qui va partir et c'est pas dramatique. Je trouve ça quand même assez lunaire quand même de vouloir pénaliser Verstappen parce qu'en plus, il n'a même pas utilisé d'insultes ou de gros mots. Il a simplement dit qu'il ne pourrait plus le faire. Je trouve ça lunaire quand même de pas se rendre compte que on est un sport assez particulier et qu'il ne faut pas non plus tout confondre. Certes, une insulte dans le paddock, une insulte en Mediapen à froid, ça peut être sanctionné. Une insulte dans la voiture quand vous êtes en plein milieu d'une bataille, je suis désolé, ça fait partie d'un comportement d'un être humain. Voilà, on est tous pareils. Si demain vous êtes en train de vous battre, vous allez forcément dire des gros mots. Là-dessus, je rejoins totalement Max Verstappen et les pilotes de Formule 1. Moi, je retiens une seule chose dans cette histoire, c'est la déclaration de Max Verstappen qui a dit que ce genre de censure, ce genre de comportement avec la FIA, c'est ce qui allait le pousser à quitter la Formule 1. Et je pense que Verstappen ne rigole pas en disant ça. Verstappen l'a déjà dit, il a fait plus de la moitié de sa carrière en Formule 1, il ne compte pas s'éterniser en Formule 1 au vu de la direction que la F1 décide de prendre, que ce soit en termes de politique, d'environnement ou le côté sportif. Et moi, je serais la FIA, je ne prendrais pas cette déclaration à la légère. Alors vous allez me dire, oui, mais Verstappen, c'est personne, etc. Certes, mais ça pourrait pousser d'autres pilotes et ça pourrait déranger d'autres pilotes qui peut-être souhaiteraient ne pas s'éterniser en Formule 1 et se retrouver dans d'autres championnats. On va parler désormais un petit peu de la piste et de ce qui s'est passé pendant le Grand Prix et bien évidemment on va parler de Lando Norris. Un week-end de patron, honnêtement, de A à Z en passant des essais libres à la séance de qualification à la course. Lando Norris a dominé ce week-end à Singapour. Il a déjà effectué un magnifique tour de pole position pour partir une nouvelle fois en première ligne. Il a réussi enfin, ça y est, à garder la tête après le premier tour du Grand Prix et à partir de là, il a déroulé quasiment une seconde plus rapide que Max Verstappen par tour. Alors malgré cette totale domination, Lando Norris s'est fait deux petites frayeurs. Une au 29e tour au 14e virage où il a failli taper le mur de pneus et arracher sa roue, pas de dégâts. Et une au 45e tour au virage 10 où il est venu effleurer le mur. Ces deux petites erreurs ont fait énormément parler et je ne comprends pas pourquoi. Après le Grand Prix, on a retrouvé une vague de critiques
critique, je vais pas dire de haine, mais presque, envers Lando Norris en disant qu'il n'avait pas le calibre d'un champion du monde, il n'avait pas les épaules d'un Max Verstappen, qu'il n'était pas capable de gagner sans faire d'erreur. Je ne comprends pas cette critique. Max Verstappen, certes, est un pilote qui ne commet jamais d'erreur. Mais citez-moi un pilote, un champion du monde qui n'a jamais commis d'erreur. Le résultat, il est là. Malgré ces deux petites erreurs, Lando Norris gagne avec plus de 20 secondes d'avance sur Max Verstappen, remporte 25 points. Alors oui, certes, Lando Norris, à mes yeux en tout cas, n'est pas du même calibre qu'un Max Verstappen ou un Lewis Hamilton. On est vraiment sur la catégorie au-dessus, sur la catégorie élite. Mais aujourd'hui, pour moi, Lando Norris rentre totalement dans la même catégorie de pilote qu'un Charles Leclerc, qu'un George Russell ou bien même qu'un Oscar Piastri. J'ai l'impression que maintenant que Lando Norris a une voiture qui lui permet de gagner et on va dire d'exister en tête d'affiche, il prend une vague de haine totalement injustifiée. Ceux qui vont nous dire oui mais Lando Norris n'a jamais rien fait avant d'avoir une bonne voiture, c'est faux. Il a battu ses coéquipiers, il a toujours été performant, il a été capable de prendre des pole positions, de faire des podiums. Lando Norris est un excellent pilote et il est en train de le prouver avec cette saison 2024. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour être champion du monde ? Pas sûr. J'ai découvert que très récemment que depuis le Grand Prix de Miami, Lando Norris n'a repris que seulement 4 points sur Max Verstappen. Avec toutes les victoires, tous les échecs de Verstappen, la série de non-victoires de Red Bull, Lando Norris n'a pu reprendre que 4 points au championnat. Et je trouve ça un petit peu inquiétant. J'en avais parlé il y a quelques semaines, quelques mois même déjà, mais le fait que tout le monde puisse gagner, que tout le monde puisse monter sur le podium, eh ben ça vole par-ci par-là des points à McLaren, ça vole par-ci par-là des points à Lando Norris qui pourraient lui coûter très très cher à la fin de la saison et qui au niveau comptable pourrait lui faire regretter d'être passé à côté d'un titre de champion du monde. Ah, ma Scuderia Ferrari. Après 2 bons week-ends en Formule 1, après une victoire à Monza sur les terres italiennes, après une quasi-victoire à Bakou, un podium pour Charles Leclerc, on retrouve une Scuderia Ferrari qui se prend les pieds dans le tapis. Alors, la course, honnêtement, a été très très bonne, on va revenir là-dessus, mais dès la séance de qualification, on a tout de suite perdu pied du côté de la Scuderia avec une 9e et 10e place en Q3 pour Charles Leclerc et Carlos Sainz. Déjà, Carlos Sainz vient à perdre le contrôle de sa voiture dans son out lap, ce qui est quand même quelque chose d'assez ridicule. Il n'était pas à fond, il était en train de lancer son tour, il perd l'arrière de sa voiture et vient s'écraser dans le dernier virage, dans les murs de pneus. Drapeau rouge, la session est relancée et Charles Leclerc rate totalement son dernier tour de qualification. Alors, de 1, à cause de la mauvaise chauffe des pneus, ces pneus étaient à moins 10 degrés en termes de température comparé à ce qu'ils devraient être. De 2, parce que Charles Leclerc commet une énorme erreur aussi au virage 1, il l'a avoué, un énorme blocage de roue, va faire un track limit et du coup va avoir son temps annulé. Résultat, les deux Ferrari partent en 5e ligne et à Singapour, tu sais très bien qu'à partir de ce moment-là, c'est quasiment impossible d'aller jouer le podium. Pour ce qui concerne la course des Ferrari, on va pas se mentir, elle a été quand même très très bien gérée. Elle a même été optimisée, je trouve, au maximum. Carlos Sainz perd quelques positions au départ, mais avec un undercut, va réussir à remonter et à sécuriser une 7e position. De l'autre côté, on a un Charles Leclerc qui va effectuer un premier relais un petit peu compliqué dans le trafic derrière Alonso et Hülkenberg, mais qui va réussir à tenir ses pneus pour pouvoir finir avec des pneus beaucoup plus frais en fin de course et remonter sur Lewis Hamilton, remonter sur George Russell. Malheureusement, il avait beaucoup trop tapé dans les pneus pour tenter un dépassement. Résultat, les Ferrari terminent 5 et 7 de ce Grand Prix de Singapour et au vu du rythme, au vu du pace en course, je pense qu'en partant un tout petit peu plus haut, il y avait grand moyen de finir sur le podium, au moins pour Charles Leclerc, et de marquer des gros points aux constructeurs. Je ne désespère pas en tant que tifosi de voir la Scuderia Ferrari terminer devant Red Bull à la fin de la saison au classement constructeur. Pour moi, s'il n'y a pas trop d'erreurs sur la fin de saison et que Perez continue à contre-performer, Ferrari devrait en toute logique terminer derrière McLaren 2e du classement constructeur cette année. Frédéric Vasseur l'a annoncé, au quota, Ferrari ramènera des améliorations, mais comme tout le monde au final, comme McLaren, Red Bull, Mercedes et les autres petites équipes du midfield, reste à voir sur ces 2 triple headers qui nous restent pour terminer cette saison 2024 si Ferrari sera capable de remonter sur le podium et de retourner chercher une victoire, mais ça me paraît honnêtement un petit peu compliqué. On va terminer ce récap avec celui qui termine probablement sa carrière à Singapour, c'est Daniel Ricciardo, élu pilote du jour avec une performance qui ne méritait peut-être pas le pilote du jour. On le savait dès le début du week-end, mais beaucoup de rumeurs annonçaient que Daniel Ricciardo ferait sa dernière course à Singapour. Alors c'est un peu la rumeur qui traîne quand même depuis le début de la saison. Le problème, c'est que Daniel Ricciardo l'a confirmé lui-même dans son contrat avec Red Bull. Il y avait 2 échéances de performance, la première après Spa, donc avant le Summer Break,
et la deuxième après Singapour. Ricciardo a survécu l'échéance de l'été après Spa, mais malheureusement j'ai l'impression que Ricciardo ne va pas survivre l'échéance de Singapour. Pour l'instant, rien d'officiel, mais le body language et tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est vu, les adieux de Daniel Ricciardo, la haie d'honneur, les larmes en interview, les câlins dans le paddock semblent quand même amener à un départ du pilote australien. Alors si on vient juste à parler de sa performance ce week-end, Daniel Ricciardo se fait éliminer en Q1 quand Yuki Tsunoda lui passe en Q3. En course, Daniel Ricciardo fait pas forcément une mauvaise course, mais se fait un petit peu compromettre avec sa stratégie et se retrouve en fin de course dans les dernières positions. Daniel Ricciardo est allé chercher le point du meilleur tour et ça on en reparle dans 2 secondes parce que forcément ça a fait beaucoup parler. Et c'est vrai que si on regarde au final la situation de Ricciardo, il l'a avoué lui-même, mais il arrive à un point de non-retour dans sa carrière en Formule 1. On rappelle que Ricciardo est quand même revenu pour remplacer Sergio Pérez en 2025. Pérez a été confirmé, Pérez est désormais soutenu au vu des mauvais résultats de Verstappen et surtout que derrière Daniel Ricciardo, on a Liam Lawson, on a Isaac Hadjar qui pousse énormément pour avoir un baquet en Formule 1. Donc c'est vrai qu'on arrive à un point où Daniel Ricciardo n'a plus sa place chez Racing Bulls. Moi ce que je trouve dommage, c'est pas forcément le départ de Daniel Ricciardo qui me semble totalement logique. À un moment, la Formule 1, c'est pas le monde des bisounours. Quand tu ne performes pas et que tu as des objectifs, c'est normal de se faire licencier. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est la façon de faire, qu'il n'est pas des adieux à proprement parler. C'est quand même un pilote qui a marqué les paddocks, qui a marqué les fans de Formule 1. Et j'aurais bien aimé qu'on annonce officiellement que ce soit la dernière course de Daniel Ricciardo, qu'il puisse avoir une dernière team radio, qu'il puisse avoir une dernière, entre guillemets, haie d'honneur avec les pilotes. Bref, célébrer sa dernière course. Là, il va partir par la petite porte, si jamais c'est le cas. Pour l'instant, ce n'est pas officiel. Et du coup, avant de partir, Daniel Ricciardo fait un petit peu parler de lui avec son meilleur tour parce qu'il est venu chipper un point à Lando Norris au championnat pilote. Alors, forcément, Daniel Ricciardo, en s'arrêtant dans les derniers tours et en prenant ce point, allait créer polémique. Daniel Ricciardo pilote Racing Bulls, Max Verstappen pilote Red Bull, 2 écuries sœurs, la même entité. Ce point, du coup, ne revient pas à Verstappen, mais aide indirectement Max Verstappen. Moi, je fais partie des gens qui ne sont pas choqués par cette manœuvre, entre guillemets. Il n'y a pas eu de consigne directe. On n'a pas lancé Daniel Ricciardo pour aller prendre le point à Lando Norris, mais forcément, ça arrange un petit peu tout le monde du côté de chez Red Bull. Certains vont dire que c'est totalement injuste d'avoir 2 équipes dans le paddock. Et alors, c'est pas réellement le cas, on rappelle, il n'y a pas 2 équipes, et surtout que c'est pas les seuls. Ferrari pourrait très bien reproduire le même schéma avec Haas, si jamais il y avait une bataille au championnat, pourrait se servir de Magnussen et Hülkenberg pour aider Sainz et Leclerc. Et au final, Mercedes, elle aussi, a Williams comme écurie B. On se souvient qu'il y a eu de longs partenariats pour s'échanger des pilotes, etc. Donc, au final, c'est pas si choquant. C'est juste que McLaren est une écurie cliente. McLaren n'a pas cette écurie B, n'a pas cette option pour être aidé sur la grille. Moi, je suis désolé, je suis peut-être un connard dans ce que je vais dire, mais je trouve que ça fait partie du jeu. Ça a toujours été comme ça en Formule 1. Vous pouvez en monter il y a 5, 10, 20, 30 ans. Il y a toujours eu des alliances, que ce soit entre constructeurs, entre écuries, entre pilotes. Surtout que Daniel Ricciardo est un très bon pote de Lando Norris, donc on peut même pas dire que c'est de l'anti-Norris, on peut pas dire qu'il y a une haine envers Norris ou quoi que ce soit. Il s'avère juste que là, Ricciardo s'est fait plaisir pour son dernier tour, et malheureusement, en effet, ça va desservir à Lando Norris. Si jamais le titre se joue d'un point, c'est quand même très très dommage. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Daniel Ricciardo sera présent à Austin, donc dans 3 semaines et demie maintenant, ou Liam Lawson sera à sa place pour terminer la saison et faire les 6 derniers Grands Prix de cette saison 2024. Si je devais poser une pièce, je parierais sur Liam Lawson. Pour moi, le body language, les déclarations, les interviews parlent d'elles-mêmes et je pense que malheureusement, on a vu la dernière course de Daniel Ricciardo à Singapour. Bon, le hydroprono, j'ai été meilleur que d'habitude, pour une fois, et vous aussi d'ailleurs. Pour ceux qui n'ont pas vu mon récap du Grand Prix d'Azerbaïdjan, déjà, activez les notifications pour ne rater aucune vidéo, ce serait dommage. J'avais pronostiqué une pole position de Charles Leclerc, MDR. J'avais pronostiqué une victoire de Norris devant Leclerc et Piastri. J'ai eu juste sur les McLaren, malheureusement, Leclerc n'était pas au rendez-vous et c'était Max Verstappen. Dans les commentaires, on a fouillé un petit peu, on n'a pas trouvé de perfect, à moins qu'il nous soit un petit peu glissé entre les doigts, mais on a trouvé beaucoup de pole position pour Lando Norris. On a trouvé beaucoup de victoires de Lando Norris. On a aussi trouvé des podiums de Oscar Piastri. Personne n'a eu le trio juste. Très peu mettaient Max Verstappen en 2e position aussi. Et là, j'avoue qu'on arrive à un stade de la saison où je ne sais plus quoi parier. On va parler du quota, Grand Prix du Texas. Pour moi, je vois McLaren dominer. Je vois McLaren prendre la pole position et je vais partir avec Lando Norris en pole. Je vois Lando s'imposer, mais devant qui? Telle est la question. Je vais prendre un pari audacieux et je vais mettre un doublé McLaren
McLaren. Pas du tout audacieux le mec. Je vais mettre un doublé McLaren avec Oscar Piastri 2e et Max Verstappen 3e. Même si, en effet, dans 3 semaines, c'est possible que, avec des upgrades, Mercedes, Ferrari ou même Red Bull réussissent à remonter la pente et regagner, reperformer. Là, après le Grand Prix de Singapour, j'ai vraiment du mal à voir une autre équipe battre McLaren au quota. Je pense que le circuit leur convient énormément au style de la voiture. Comme d'habitude, dans les commentaires, je vous laisse me dire avec le hashtag HydroProno tout attaché afin qu'on puisse voir vos pronos dans les commentaires et on fera le point du coup dans un mois après le récap du Grand Prix du Texas. Bon, j'espère que ce petit récap vous aura plu. On en a parlé un petit peu en retard, mais je pense que c'est quand même cool d'en reparler. Au moins, vous avez mon avis et moi, je peux avoir le vôtre dans les commentaires, ce qui m'intéresse énormément. Rendez-vous vendredi à 18 h pour la Cool Room de Franck Montagny. Ça sort dès 18 h. Je vous conseille d'activer les notifications et d'être présent. Elle sera diffusée en avant-première sur YouTube. Si vous souhaitez discuter dans le chat, je serai là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, faites attention à vous et portez-vous bien. C'est le plus important. Ciao, ciao.